sa première forme d'autorité, c'est d'organiser l'autorité éducative. C'est sa première responsabilité morale, bien qu'il n'y ait aucune obligation juridique, vous le savez, dans ce domaine. Il a donc pour responsabilité, puisqu'il n'y a pas d'obligation juridique en matière d'autorité éducative, de proposer à la communauté éducative une morale collective, des obligations morales collectives, et de faire en sorte que ces obligations morales, eh bien, se diffusent, soient de plus en plus respectées, structurent la vie scolaire, la vie des classes. Première forme de morale collective, celle qu'on a vue pour certains d'entre vous ce matin, le respect de l'égale dignité des uns et des autres. Je donnais comme exemple de l'égale dignité des uns et des autres, de regarder tout simplement, à travers les bulletins scolaires d'une classe et d'un trimestre, la manière dont les professeurs s'adressent aux élèves. Est-ce que le bon et le mauvais élève sont traités avec une égale dignité par certains professeurs, à travers les annotations qu'ils mettent? Je me souviens d'une annotation concernant une élève travailleuse, mais qui n'avait pas de bons résultats, petite fourmi laborieuse. Voilà comment on cisaille quelqu'un. Juridiquement, le proviseur, le principal, est désarmé. Quel texte mettre en face du professeur pour lui dire qu'il est en faute professionnelle? Non. Impossible. Et donc, il n'a comme ressource que l'intervention morale. L'atteinte à la dignité de l'autre, l'humiliation. L'élève humilié, nous dit un autre sociologue, la contrainte physique, la punition corporelle a été remplacée de nos jours par l'humiliation dans les classes. Autre forme de violence. Donc, quelle est la ressource morale de ce proviseur, de ce principal qui voit un certain nombre de choses inadmissibles sur les bulletins scolaires, des règlements de compte? Eh bien, il fait venir le professeur dans la classe et lui dit... il lui applique la règle d'or de toute morale. Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'il te soit fait. Il dit, voilà, vous avez marqué à cet élève, voilà, élève nul. Moi, j'ai bientôt votre notation administrative à faire, porter une appréciation sur vos capacités professionnelles. Vous aimeriez, vous, que je mette professeur nul? Alors, le professeur ne répond pas. Vous aimeriez que je mette professeur nul? Alors, il finit par répondre non, j'aimerais pas, monsieur le proviseur. Alors, ne faites pas à autrui ce que vous n'aimeriez pas qu'il vous soit fait. Voilà. Vos annotations, ou certaines d'entre elles, sont indignes. Je vous demande de les refaire. La salle des classes, la salle des professeurs, évidemment, va bruisser d'un certain nombre de bruits. Donc, l'intervention morale a de l'effet. Je ne dis pas qu'il faut la faire, sous cette forme-là. Je dis qu'elle est efficiente. C'est un outil d'action puissant. Dans les établissements où un proviseur, un principal, a réussi à organiser une morale commune du type de celle-là, l'égale dignité de tous les élèves, de tous les professeurs, etc., l'établissement n'est pas identique à l'établissement voisin où on ne dirige que par le droit, c'est-à-dire c'est permis, c'est interdit, sans savoir au fond pourquoi c'est permis et interdit. C'est comme ça, c'est le droit. Derrière le droit, il y a toujours des principes moraux. Et plus on explicite ces principes moraux, la dignité humaine, la justice, l'égalité, etc., mieux cela vaut dans l'éducation des élèves.